Bonjour à tous, je suis Aurélie Blonde et je suis ravie de vous accompagner sur cette nouvelle série de Préfonds le podcast, un rendez-vous destiné aux agents de la fonction publique qui vous permettra de répondre à toutes les questions que vous vous posez. Épargne, retraite ou prévoyance, Préfonds le podcast au plus près de vos préoccupations. Bienvenue dans ce 3e épisode sur l'histoire des retraites en France, toujours avec Bruno Vallat, historien agrégé, maître de conférences d'histoire contemporaine à l'Institut national universitaire Champollion à Albi et secrétaire de la rédaction de la revue d'histoire de la protection sociale, une revue d'histoire disponible sur le portail des sciences sociales Cairn. Merci beaucoup de nous accompagner, Bruno Vallat. Avec nous également Philippe Soubirous, président de Préfonds. Nous nous sommes quittés alors que le premier système général de retraite est mis en place. Le principe d'une retraite pour tous est acquis, mais dans les faits, la situation des retraités reste précaire. Bruno Vallat, dans les années 50, quel est le niveau de vie moyen des retraités ? Il est faible, comme je l'ai dit lors de l'émission précédente. Il est tellement faible que dans les années 50, à 2 reprises, il faut créer des fonds spéciaux pour financer des compléments de pension, minimum vieillesse, encore une fois. Car la plupart des pensions dites contributives, c'est-à-dire obtenues par les cotisations des salariés, sont trop faibles parce que les carrières ne sont pas encore complètes, la législation est trop récente, et parce que les salaires sur lesquels elles ont été assises étaient trop faibles. Donc le niveau de vie des retraités reste faible, inférieur, assez largement inférieur à celui des Français, qui lui commence progressivement à s'améliorer avec la croissance économique. Quelques années plus tard, la France va vivre son premier mouvement social lié aux retraites. Nous sommes en août 1953, alors que les Français s'apprêtent à partir en vacances. Le gouvernement tente de faire passer plusieurs mesures impopulaires, et notamment l'âge de la retraite de 65 à 67 ans pour les fonctionnaires. La réaction est immédiate, comme le rapporte cet extrait. L'annonce des décrets d'économie agitait déjà le secteur public. Les postiers fermaient leurs guichets. À leur exemple, les services de voirie se mettaient en grève, laissant pour quelques jours la rue aux poubelles. Et les cheminots, à leur tour, fermaient leurs gares. Aux pauvres gens en vacances, la campagne et la mer devenaient soudain inaccessibles. Bruno Vallat, 3 semaines de grève quasi généralisée immobilisent le pays. C'est le début d'une longue série ? Oui, les grèves de 1953, en effet, ne sont que les premières d'une longue série. Alors, plus à la fin du siècle, à partir des années 90, c'est vrai, mais une longue série donc pour défendre les retraites, comme on va le voir en effet par la suite. Au début des années 60, une commission est chargée d'étudier les problèmes spécifiques liés à la vieillesse et de formuler des propositions. Bruno Vallat, le rapport Larocque est publié en 1962. Quelles conséquences aura-t-il ? Alors on peut dire que le rapport Larocque, d'une certaine manière, marque une prise de conscience. Malgré la croissance économique et un système de retraite basé sur des principes enfin solides, les pensions donc restent faibles. Et les retraités sont un peu les mal-aimés de l'État-providence. De ce point de vue, c'est un petit peu le contraire de la situation actuelle. Pourquoi ? Parce qu'à la Libération, on a clairement donné la priorité aux malades, d'une part, pour relever le pays, et notamment sa force de travail, parce qu'il fallait reconstruire, et aux enfants via les prestations familiales. Donc on peut dire que la France a fait en quelque sorte le choix de l'avenir. Or, en 1962, tout ça c'est un petit peu derrière, le pays est reconstruit, la France commence à s'enrichir, le baby-boom est en train de rajeunir le pays, donc le temps semble venu de se préoccuper davantage des retraités, des personnes âgées. Et c'est à ce moment-là que le rapport Larocque va formuler l'objectif très ambitieux, mais qui sera réalisé qu'à la fin du siècle, de la parité du niveau de vie pour les retraités par rapport aux actifs. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, le rapport Larocque marque aussi la prise de conscience de la nécessité de faire en sorte que la retraite ne soit plus la mort sociale qu'elle était encore souvent à l'époque. Et donc, on peut dire que c'est un moment symboliquement important. Oui. Et c'est aussi à ce moment-là qu'apparaissent les premières retraites complémentaires. Alors, en fait, elles sont antérieures. C'est plutôt au lendemain de la guerre, dans la foulée des grandes réformes de la Libération, notamment la retraite complémentaire des cadres, la GIRC, qui est créée en 1947. Alors, pourquoi cette retraite complémentaire ? Parce que la retraite du régime général, dans lequel les cadres ont été intégrés, prévoyait un plafonnement. Il y avait un plafonnement des cotisations et donc un plafonnement des pensions, puisque les pensions étaient calculées comme aujourd'hui un pourcentage du salaire de référence. Ce qui voulait dire que pour les cadres qui avaient les revenus les plus élevés, le rapport entre le salaire ayant servi d'assiette
Et la pension serait beaucoup plus défavorable que pour la majorité des salariés. Donc ils ont obtenu un régime de retraite complémentaire qui va servir de modèle par la suite. Et donc dans les années 50, c'est le reste des salariés qui progressivement se dotent de régimes de retraite complémentaire, donc, et des régimes qui vont ensuite se regrouper. Donc d'abord en 1957 avec la création de l'UNIRS, l'Union nationale des institutions de retraite des salariés, puis quelques années plus tard en 61 avec l'ARCO, l'association des régimes de retraite complémentaires, qui va être rendue obligatoire par les pouvoirs publics en 1972. Depuis cette date, en 1972, la retraite complémentaire est devenue également obligatoire et pour les salariés situés en haut de l'échelle des revenus, donc notamment les cadres, la retraite complémentaire assure aujourd'hui une part tout à fait essentielle de la pension, parfois même supérieure à celle du régime général. C'est également dans les années 60 et plus précisément en 1964 qu'est créée l'association Préfonds. La sociologue Marion Arnaud revient sur le contexte de la naissance de Préfonds. Il existait déjà des offres de retraite supplémentaires avant la création de Préfonds Retraite. Il y avait 2 types d'acteurs qui étaient positionnés. D'abord, les acteurs mutualistes qui avaient créé en 1949 la mutuelle retraite des instituteurs secrétaires de mairie. Et en 1962, le CRH-CGOS, c'est un dispositif créé pour les hospitaliers. À côté de cette offre d'inspiration mutualiste, il y avait une offre d'assurance vie proposée par la Caisse des dépôts, distribuée par les services postaux qui proposait une offre de prévoyance classique. Et donc, c'est dans ce contexte qu'il faut comprendre comment l'association Préfonds en 1964 élabore une solution de retraite supplémentaire qui va être Préfonds Retraite en 1968 et qui est novatrice sur plusieurs points. Puisque d'abord, c'est une offre qui est définie par des organisations syndicales dans un contexte qui était jusque-là investi essentiellement par les acteurs de la mutualité. Le deuxième point, c'est que c'est une solution de retraite et non pas d'épargne longue ni d'assurance vie et qui est proposée à tous les agents des 3 fonctions publiques, État, collectivité et hospitalier. Et enfin, le troisième point à souligner, c'est que quand il est créé en 1968, le régime Préfonds Retraite, il est techniquement novateur, c'est-à-dire qu'il a été construit sur une réglementation de prévoyance collective pensée avec et par des techniciens reconnus de la retraite, que sont Georges Peskov et Patrick Peugeot, qui étaient tous 2 rattachés à la Caisse des dépôts et consignations. Philippe Soubirous, Marion Arnaud parlait d'une solution novatrice, notamment car créée par des organisations syndicales. Oui, elle a raison, c'est une solution qui est inédite de par sa gouvernance. J'allais dire que faire le parallèle avec l'AMRIFEN et le CRH vaut pour l'ambiance générale, mais il ne faut pas oublier qu'une des raisons pour lesquelles la Préfonds est apparue, c'est la demande d'un certain nombre de hauts fonctionnaires d'avoir un meilleur taux de remplacement. Voilà. Et normalement, un fonctionnaire n'a pas besoin de retraite complémentaire puisqu'il a un régime intégré. Son traitement, sa pension devrait suffire à couvrir ce qu'on appelle aujourd'hui la base et la complémentaire. C'est pas le cas dès que vous avez des primes. Dans ce sens-là, ces personnels étaient précurseurs, allaient préfigurer ce qui allait se passer dans les décennies suivantes. Donc, quelque part, il y a une idée nouvelle, avec une gouvernance nouvelle et qui correspond à un besoin réel qui est celui d'avoir un niveau de retraite qui permet de tenir sa place sociale et sa place aussi en tant que consommateur dans une société qui est fondée sur ce type d'échange. Bruno Valatte, dans les années 70, on peut dire que le rôle social de la retraite prend une autre dimension. Oui, les pensions commencent à atteindre des niveaux un petit peu plus conséquent, puisque on a de plus en plus de retraités qui peuvent faire valoir des pensions complètes. Et puis, la croissance économique qui maintenant se fait sentir depuis le début des années 50 a considérablement enrichi la société française grâce au système de répartition et à la marée montante des cotisations. Les pensions commencent à en effet s'améliorer. Bien qu'on ne soit pas encore à la parité dont je parlais tout à l'heure. Pour revenir un instant, si vous permettez, sur ce qu'a dit M. Soubirous, dans le cas des fonctionnaires, il faut bien voir qu'à l'époque, on n'a pas le deuxième étage qui est celui de la retraite complémentaire. Donc, il s'agit de créer sur la base de la prévoyance libre quelque chose qui puisse, d'une certaine manière, remplacer ce deuxième étage qui n'existe pas. Il faudra attendre, en fait, 2003 et la création du régime additionnel de la fonction publique pour qu'une retraite complémentaire obligatoire soit instaurée pour les fonctionnaires.
Une date clé dans l'histoire de la retraite, 1982, la retraite à 60 ans. C'était une promesse de campagne de François Mitterrand. Une fois élu président, le socialiste tient son engagement. La loi est adoptée par ordonnance le 25 mars. Pierre Bérégovoy, le ministre des Affaires sociales de l'époque, salue un événement historique. Droit à la retraite à 60 ans, vieille revendication ouvrière, pour laquelle il y a eu beaucoup de défilés, beaucoup d'actions, même des grèves, va entrer dans les faits le 1er avril 1983. Nous y sommes parvenus. Il a fallu un peu de patience, il a fallu de la ténacité, il m'a fallu convaincre les uns et les autres, mais je crois que le résultat soit retenu par tous ceux qui aspirent à un repos bien mérité. Bruno Valatte, cette retraite à 60 ans, c'est l'aboutissement d'une revendication ancienne qui remonte au début du XXe siècle. Oui, tout à fait. On a vu que les lois successives de retraite avaient prévu des dates de liquidation qui oscillaient en gros, 60 ans, 65 ans, mais les syndicats ouvriers et le monde ouvrier dans son ensemble étaient attachés à cette idée d'une retraite à 60 ans. Et on a vu comment en 1910, l'idée d'une retraite plus tardive ne passait pas et comment on avait dû, 2 ans après, au moins symboliquement, descendre à ce seuil de 60 ans. Cette réforme figurait d'ailleurs en bonne place dans le programme commun de la gauche que le Parti communiste et le Parti socialiste avaient signé en 1972. Et au moins rétrospectivement, elle constitue en quelque sorte la mesure sociale principale du premier septennat de François Mitterrand. Donc c'est quelque chose qui, dans l'histoire sociale de la France et dans l'imaginaire de la gauche, tient une grande importance. Et comment est-elle accueillie par les partenaires sociaux ? Elle a été bien accueillie, vous vous en doutez. Enfin, en tout cas, les syndicats, eux, ont applaudi des deux mains, si je puis dire. Quant au patronat, il était résigné en quelque sorte, puisque les choses avaient été annoncées, même s'il souligne le coût de la réforme. Il faut dire qu'à cette époque, il y a un consensus pour considérer que la retraite est un moyen de lutter contre le chômage qui se développe. Et parce qu'elle permet, pense-t-on, de libérer de la place pour les jeunes. Et depuis le choc pétrolier de 1973, les gouvernements, même les gouvernements de droite, ont encouragé financièrement les entreprises à développer les pré-retraites. C'est-à-dire, en fait, la mise à la retraite avant l'âge légal. Donc finalement, cette idée d'une retraite plus précoce, elle était déjà dans l'air du temps. Et le patronat ne s'est pas privé d'utiliser les facilités qui lui étaient offertes pour donc développer les pré-retraites. Donc on peut dire d'une certaine manière que l'époque était favorable à un départ à la retraite plus précoce. Et la retraite à 60 ans soulève aussi de nouveaux débats, de nouvelles questions, comme l'évoque à l'époque le sociologue Guy Aznar. Écoutez. Bon, c'est une mesure incontestablement très positive. Ceci étant, il y a 3 dangers pour lesquels il faut être, je crois, vigilant. Le premier, c'est qu'il y ait une rupture trop brutale entre le tout ou rien, entre le travail à plein temps complètement et le rien du tout de la retraite. Et pour ma part, je préférerais plutôt des solutions du type du mi-temps qui permettrait de créer un sas entre les deux. Le deuxième danger, c'est qu'il n'y ait plus que l'alternative travail-loisir. C'est qu'après avoir enfermé les gens dans un travail plus ou moins aliénant, on les enferme dans des espaces à loisir. Il y a une autre possibilité pour ça, c'est qu'au contraire, on permette d'exercer une seconde activité, qu'on puisse enfin faire pendant le temps de la retraite, tout ce qu'on a rêvé de faire toute sa vie et qu'on n'a pas pu faire. Et le troisième danger, c'est que cette solution accentue une coupure de la société en deux. On va bientôt arriver à cette situation aberrante où la moitié des Français sont hyperactifs, travaillent comme des fous, et l'autre moitié des Français est interdite d'activité prise en charge. Et je crois que là encore, le mi-temps permettrait de mieux gérer son temps sur l'ensemble de la vie et permettrait de mieux le répartir sur l'ensemble de la population. Voilà, on voit bien ces nouvelles réflexions sur le fait de mieux répartir le temps de travail. Oui, tout à fait. Ce témoignage attire vraiment l'attention sur l'articulation entre vie active et retraite, et puis plus largement sur la question de la structuration sociale des âges de la vie. Pendant longtemps, la retraite n'a été vue que comme un intermède plus ou moins bref entre le travail et la mort, un moyen de ne pas sombrer dans la misère à la fin de la vie. Mais avec l'abaissement de l'âge de départ, avec l'allongement de l'espérance de vie, elle est devenue progressivement un vrai troisième âge, et même une sorte d'âge d'or potentiel qui peut durer parfois plusieurs décennies. Et donc il faut occuper, et auquel il faut donner un sens enrichissant, faute de quoi on risque de connaître un double sentiment de frustration personnelle, mais aussi d'inutilité sociale. Et il y a là une vraie injonction, et c'est devenu du coup une préoccupation majeure de la fin du siècle. Merci beaucoup Bruno Valatte de nous avoir accompagnés à nouveau sur ce 3e épisode de l'histoire de la retraite en France. Merci Philippe Soubirous. Le 4e et dernier épisode sera consacré aux grandes réformes et aux mobilisations qui ont suivi. On se retrouve donc très prochainement. À bientôt.
Épargne, retraite ou prévoyance, Préfond le podcast au plus près de vos préoccupations.